avez entendu parler de quel type d'avalanche? Est-ce que vous pouvez me citer quelques types d'avalanches? Même sans chercher à avoir raison ou être expert. Frontal? Ok. Ouais. Quelle est la raideur? Voilà, ok. Tu as entendu déjà 30. Oui. Ben, c'est bien. Du coup, c'est bien de garder ça à l'esprit, 30 degrés. Mais après, il faut pouvoir reconnaître sur le terrain, sur une carte, comment savoir si on est confronté à une pente à 30 degrés. Ça, on va voir un peu sur le terrain tout à l'heure. Et puis, du coup, ça c'est des avalanches humides, des avalanches au départ ponctuelles, typiques des avalanches de printemps, mais on peut aussi avoir des avalanches de neige meuble, fraîche, qui font sensiblement la même forme. C'est pas les avalanches les plus accidentogènes. Pour nous, les pratiquants de montagne, ce qui va vraiment nous poser problème en tant que pratiquants, majoritairement, c'est des avalanches de plaques. Par exemple, hier, on a décidé de telle ou telle sortie. Et ce qui était annoncé, c'était 20 à 30 cm de nouvelle neige, de neige fraîche. Et on est entouré sur l'itinéraire, finalement, il y a 50 cm. Il faut qu'on se rende compte de ça. Il ne faut pas rester sur ce qu'on a lu à la veille. Il faut qu'on soit dans l'observation. Et en veille constante par rapport à notre environnement et les conditions. Talus derrière moi, on va faire un petit coupe dans la neige. Je vais expliquer dans les très grandes lignes comment ils font sur les stations. Les pisteurs et les observateurs météo, justement comment eux ils font ces coupes dans la neige pour donner des informations à Météo France pour le bulletin de neige avalanche. Et on va faire aussi un petit exercice, comment nous on n'a pas le même matériel en tant que pratiquants, mais nous aussi on peut aussi faire une coupe dans la neige. Et faire quelques observations juste avec un peu de matériel, une pelle et une sonde, ça suffit largement pour se faire pas mal d'idées. Quelque chose qu'on peut faire constamment, c'est pendant la randonnée, on va sonder un peu la neige. On peut déjà sonder comme ça avec la rondelle. Ça dépend un peu de la dureté de la neige, mais ça va consister à enfoncer d'une manière assez régulière le bâton et on va sentir est-ce qu'il y a des différences de dureté. Là c'est une neige relativement légère et fraîche, du coup j'arrive à faire ça même avec le rondelle. Avec une neige un peu plus dure, je vais le retourner, je vais utiliser plutôt le poignet de le bâton et je vais l'enfoncer tranquillement mais sûrement en cherchant des irrégularités dans le manteau neigeux. Il se trouve que je fais un premier trou comme ça et je peux aussi avec le rondelle remonter la rondelle en plaquant la rondelle un peu contre la neige pour sentir la résistance et la cohésion de la neige contre le paroi du trou que je viens de fermer. Et du coup, ça serait un premier indice qui prend pas du tout de temps, qu'on peut faire constamment tout au long de la sortie pour se faire une idée de l'évolution du manteau partout sur notre itinéraire. Ce qu'on recherche particulièrement, c'est des couches fragiles. Une couche fragile très fine, on ne va pas pouvoir les déceler avec cette méthode, malheureusement. Mais si on a une couche relativement dense, cohésive au début, on sent un peu de résistance. Et puis si on tombe sur une couche fragile et il y a un gros vide, il y a une sensation de vide où on fait foum et le bâton ça tombe, ça c'est une très bonne indication que là-dedans il y a une couche pas forcément fragile, persistante, mais au moins une couche qui est moins cohésive, qui est plus légère que ce qui est en surface. Et là, on va commencer déjà à se méfier beaucoup plus.
Ce qu'ils utilisent en station, c'est une sonde en diamètre gros à peu près comme ça. Celle-là est graduée, ils sont gradués aussi. Et en station, ils ont un petit poids, une tige fin sur laquelle il y a une petite masse qu'on va soulever et faire glisser. Et l'idée, c'est qu'ils vont prendre la sonde à la verticale, ils vont la poser dans la neige et ils vont simplement laisser tomber par gravité jusqu'où ça s'arrête. Et du coup, ça va donner une indication. Là, c'est gradué, ça c'est un peu effacé. Du coup, je ne vois même pas sur le mien. Mais en gros, ils vont noter une certaine... là, c'est une couche de neige fraîche qui doit être ça, de neige très très meuble. Ou juste en laissant tomber très très doucement, ça file, sans quasiment aucune résistance. Et du coup, ce qu'on est en train de chercher ici, c'est justement les duretés ou la résistance de la neige. Quand la sonde s'arrête toute seule, justement, il y a une petite masse ici qu'ils vont soulever et relâcher. Et du coup, cette petite chute d'une masse, ça va faire un petit impact. Et du coup, ils font ça un certain nombre de fois jusqu'au ça perce, ça traverse de nouveau et ça descend. Et ils vont dire, ok, avec la première chute de la masse, c'est descendu à 3 cm. Ils enregistrent ça et du coup ça commence à faire en sorte de stratigraphie de la neige. Et du coup c'est une manière un peu plus quantitative de faire toute une stratigraphie dans le profil de neige qui va donner en profondeur les différentes couches et leur dureté. Nous on procède un peu différemment en ski de rando quand on ne suit pas ce protocole. Ce qu'on va faire, c'est dégager un profil dans la neige. Alors, il y a une grosse chute posée sur pas grand chose. Du coup, ça ne va pas forcément être le profil le plus pertinent. Ce qu'on cherche à faire, c'est une coupe, un profil dans la neige, idéalement jusqu'au sol, mais au moins sur 1 mètre. On estime, même s'il y a une couche fragile, s'il est construit à plus que 1 mètre, on ne va pas pouvoir le solliciter, pas vraiment. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pareil partout. On peut avoir la surface de la neige ici, avec une couche fragile qui fait une forme comme ça. Et du coup, effectivement, si on fait un profil dans un endroit, ou si on skie, ou on marche sur un endroit où il y a 2 mètres de neige entre vous et la couche fragile, on va peut-être pas le solliciter, mais peut-être à 15 mètres de là, cette couche fragile est beaucoup plus proche de la surface. Et du coup, ces profils ne peuvent jamais être pris pour un feu vert absolu. C'est 4 doigts, du coup beaucoup plus légère, beaucoup plus meuble. Et je vais monter, ça semble à peu près pareil. Là, il y a déjà moins de résistance, là c'est très facile. Et là, je peux même commencer à facilement enfoncer le point à cette altitude-là, à cette profondeur-là. Ça, c'est plutôt, c'est pas représentatif de ce qui est autour de nous, mais s'il n'y avait que ça comme facteur, ce serait plutôt favorable. Ce qui est idéal, entre guillemets, c'est une neige qui est légère en haut et de plus en plus dense vers le bas. Ça, c'est plutôt stable. En envers ça, ce serait autre chose. Là où on va commencer à être vraiment méfiant, c'est qu'on a des couches de neige plutôt dures, plutôt cohésives en surface et un gros vide de neige sans cohésion en bas, en profondeur. Du coup, ça c'est pour les duretés.
On peut aussi prendre les cohésions. Là, c'est plutôt bon signe. Je peux prendre de la neige comme ça et faire une boule de neige. Du coup, là, il n'y a pas trop des gros fast plans, des gobelets enfuis là-dedans. Si on fait la même chose et on chope une poignée de neige et on n'arrive pas à faire une boule, et c'est la neige qui, les graines rebondissent un peu dans le gant, ça coule comme du sucre. Ça, c'est typique des fast plans, des gobelets, des cristaux sans cohésion, ou quand c'est en profondeur, ça peut être dangereux. On peut avoir ces couches fragiles en profondeur et ça peut être protégé par une croûte de régel. Des fois, nous, en altitude, c'est le cas cette année, on a pas mal de croûtes de régel qui se sont formées lors des épisodes de pluie, qui fondent la neige en surface, qui régèlent. Et justement, cette croûte de régel, ça peut faire une sorte de bouclier. Une croûte de régel de plusieurs centimètres d'épais, ça protège effectivement, même s'il y a une couche fragile en dessous. Mais voilà, là encore, je répète encore une fois qu'une profil dans la neige n'est pas forcément représentatif de tout le terrain qu'on va skier. C'est un DVA, pas un Alva. C'est-à-dire, un Alva, c'est une marque. Alva, c'est appareil de recherche des victimes d'avalanche, mais c'est une marque, un peu comme un frigo. C'est rentré dans le langage courant comme nom de produit, mais bon, c'est mieux de dire DVA, détecteur des victimes d'avalanche. Du coup, un DVA, c'est un appareil qui a deux modes. C'est un petit machin qu'on porte sur soi qui permet de retrouver d'autres DVA ou de se faire retrouver par d'autres DVA. Du coup, il y a deux modes de fonctionnement. Il est soit en émission, des fois on dit plutôt que dire en émission, mode randonnée, et mode réception ou mode recherche. Et ça peut être dans ces modes seulement une mode à la fois. Ça ne peut pas faire les deux. Du coup, en randonnée, on est bien sûr tout le temps en mode émission ou en mode recherche. En émission, c'est ça. C'est un peu comme la ceinture de sécurité. On la met direct dans la voiture. On n'attend pas d'être dans un accident pour penser à mettre le DVA, à mettre la ceinture de sécurité. Du coup, un petit topo pour comment le porter. Je vois que vous avez tous plus ou moins mis ça à peu près correctement. Certains, ils l'ont mis plutôt sur une pull. Alors, dans l'idéal, il est important que ce soit vraiment au plus près que possible. En gros, si vous avez une petite couche de base mérinos, tu mets les DVA direct sur ça et il est couvert par toutes nos couches de vêtements. Un avalanche, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ça arrache des sacs à dos, ça arrache des skis, ça arrache des vestes, ça arrache quasiment tout. Tu vas te mettre maintenant en mode émission. Pour me mettre à troisième. C'est ça. Tu te mets 3 mètres après. Mets-toi bien en mode émission et range le DVA pour la randonnée, comme si tu vas le porter pour le reste de la journée. Au suivant. C'est bon, ouais. C'est la même fonction de marquage que l'autre. Ça joue de plus en plus, donc là je vais voir. C'est bon. Et le premier, le petit drapeau. C'est ça. Maintenant, il cherche le plus proche, le suivant. Le plus Par proche. contre, du coup, j'en ai qu'un encore, alors que les deux sont en émission, c'est ça? Théoriquement. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ça.